L'actualité, crise des sous-marins nucléaires iraniens, Afghanistan, changement climatique. Quels sont les sujets discutés lors de l'Assemblée générale de l'ONU? On décrypte tout ça dans l'œil de la rédaction d'Emmanuel Descours dans un instant. Restez bien avec nous. Vous êtes toujours dans les visiteurs du soir, place à l'œil de la rédaction, le moment le plus attendu dans l'agenda diplomatique mondial. La 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU a débuté cet après-midi. Les 193 pays membres vont s'exprimer à la tribune pendant une semaine sur fond de crise de sous-marins et de débâcle en Afghanistan. Et c'est Joe Biden, le président américain, qui a ouvert le bal, Manu. Oui, tout à fait, Jim, c'est Joe Biden qui a ouvert le bal et il était très attendu et sur tout un tas de sujets. Alors on pensait peut-être au départ que cette nouvelle Assemblée générale de l'ONU allait beaucoup parler climat, et bien finalement ce n'est pas vraiment ce qui ressort, en tout cas de cette première journée. Alors quand même, Joe Biden a abordé ce chapitre climatique. Aujourd'hui, il a annoncé par exemple que les États-Unis allaient doubler leur financement dans l'aide internationale pour les pays les moins avancés face au changement climatique. Mais Joe Biden était surtout attendu aujourd'hui sur d'autres sujets, d'autres dossiers brûlants entre uni et multilatéralisme. Car ces derniers temps, les Européens lui reprochent de faire cavalier seul. Par exemple, sur l'affaire des sous-marins australiens et le contrat shippé par les États-Unis avec le Royaume-Uni à la France, grande perdante de ce contrat des sous-marins australiens. Et puis c'est une affaire qui a déclenché une véritable crise diplomatique entre Washington et Paris, mais aujourd'hui pas un mot de Joe Biden aux Français par rapport à ce sujet. Et puis il était attendu aussi sur l'Afghanistan. Joe Biden, après le départ chaotique et peu concerté des troupes européennes et américaines en août dernier, Biden a surtout insisté aujourd'hui sur l'importance de maintenir une ère de diplomatie, ce sont ses mots. Et puis au sujet d'autres tensions internationales, il a aussi été question de la Chine, mais on y reviendra un peu plus tard car c'était un dossier en effet très important aujourd'hui et qui va encore l'être tout au long de cette semaine pour les Nations Unies. Et puis il a aussi été question lors du discours de Joe Biden du nucléaire iranien. Le président américain a dit qu'il était prêt à revenir pleinement dans l'accord sur le nucléaire iranien si Téhéran de son côté joue aussi pleinement le jeu. Voilà pour les principaux dossiers abordés aujourd'hui donc par le président américain lors de son discours d'ouverture. Merci Emmanuel Descours. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord en liaison Skype David O'Sullivan. Bonsoir, vous êtes ancien secrétaire général de la Commission européenne et ambassadeur de l'Union européenne aux États-Unis. Et puis ici en plateau avec nous, Frédéric Moreau, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, spécialiste des questions de défense européenne, auteur de nombreux rapports pour le Parlement européen, dont le dernier sur le Fonds européen de défense et membre du bureau d'Eurodéfense France. Je cite votre dernier livre, Défendre l'Europe, plaidoyer pour une armée européenne. Commençons avec vous, Frédéric Moreau, puisque vous êtes proche de nous ici en studio. On pouvait s'attendre à un discours plus favorable à la délibération multilatérale, à la coopération internationale. C'est ce que titrait justement la presse hier. Est-ce que c'était le cas, selon vous, Frédéric Moreau ? C'est pas ce qui ressort, en tout cas, des propos de Joe Biden. Et on peut le comprendre aisément, parce qu'au fond, il y a un décalage là flagrant entre la parole et les actes. On ne peut pas se faire l'apôtre du multilatéralisme et en même temps en trahir les ressorts les plus profonds. Le multilatéralisme, c'est quoi ? C'est d'abord la transparence, c'est d'abord le respect de la parole donnée, c'est la confiance, et puis c'est aussi le respect du droit. L'ordre multilatéral qui a été bâti par les Américains, et dont nous avons tous bénéficié, et en particulier nous, Européens, c'est cet ordre multilatéral fondé sur la primauté du droit. Bon, alors là, en matière de transparence, en matière de confiance, en matière de respect du droit, on a été servi, si je puis dire. Pour l'affaire des sous-marins. Pour l'affaire des sous-marins, mais on parle d'un coup dans le dos, du côté de oui, mais ça va plus que ça. Enfin, je veux dire, au-delà du problème industriel qui ne regarde à la limite que les Français, il y a un vrai problème de crédibilité des alliés, qui remet en question même l'idée même d'alliance. Parce que, je veux dire, le 30 août dernier, dans un format réduit de 2+2, c'est-à-dire les ministres des Affaires étrangères et de la Défense australiens et français, publiaient un communiqué dans le point 21, je vous invite à le lire, disait la résolution des partis à s'engager à faire plus pour l'industrie de la défense, y compris le domaine des sous-marins. Bon, si ça, c'est pas... je sais pas, moi. Je veux dire, il y a un moment où il faut mettre... S'il y avait eu un problème avec les sous-marins nucléaires, avec les sous-marins français,
tout à fait légitime et compréhensible. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, aurait dû s'en ouvrir aux Français. Or, pourquoi ne pas avoir demandé la transformation du contrat des sous-marins conventionnels en sous-marins nucléaires? Les Français ne savent faire que des sous-marins nucléaires. Donc, voilà. Dans l'intérêt même du contribuable australien. Je veux dire, il faut, généralement, on fait un appel d'offres. C'est ce qu'il a fait pour les sous-marins conventionnels. On met tout le monde en compétition. Et puis, pourquoi faire tout ça dans le dos, dans le plus grand secret, quoi. Je veux dire, il est allé voir les Américains. Les Américains ont caché ça aux Français. Ils ont mis les Britanniques dans la boucle. Tout ça dans le plus grand secret. Enfin, quand on lit la presse britannique, le Times ou la presse américaine, le New York Times, on voit qu'il y avait très très peu de personnes qui étaient au courant. Enfin, tout ça, c'est dans le plus grand secret. Ben, je veux dire, après, vous allez faire l'éloge du multilatéralisme, de la confiance, de la transparence. Bon, voilà. Donc, et vous parlez de crédibilité, c'est important. C'est une crédibilité, je veux dire. Les anglo-saxons ont toujours ce terme « reliable ». « You are not reliable ». Mais qui est « not reliable » dans le cas présent, quoi, hein? En parlant de ça, justement, David Sullivan, vous êtes avec nous en liaison Skype. On parlait du retour de l'Amérique aux affaires avec l'élection de Joe Biden. On s'attendait à un plaidoyer général en faveur du multilatéralisme. On vient de l'évoquer ici avec Frédéric Moreau. Ça, c'était pour la théorie. Est-ce que dans les faits, selon vous, ça s'est ressenti dans le discours de Joe Biden ? Pas tellement. Je partage largement ce qui a été dit. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que le retour de Joe Biden marque un énorme changement par rapport au président Trump, ce qui est certainement vrai dans le ton et en partie sur le fond aussi. Mais vraiment, depuis quelques mois maintenant, il y a eu plusieurs incidents qui vraiment met en cause l'engagement des États-Unis pour le multilatéralisme et même pour un dialogue sincère avec les alliés. Il y a eu l'affaire de la pandémie et surtout la déclaration unilatérale des États-Unis pour éliminer la protection intellectuelle sur les vaccins, ce qui a semé la plus grande confusion à Genève sans le moins de consultation. Il y a eu l'affaire de l'Afghanistan et maintenant on a en effet cette affaire des sous-marins qui a été franchement gérée d'une façon à maximiser l'insulte diplomatique pour la France. Et ça, pour la France, qui est une vraie présence européenne en Pacifique, qui a des airs relativement durs sur la Chine et qui est un des rares États membres de l'Union européenne qui a une capacité encore militaire. Donc, c'est vraiment, soit c'est une énorme erreur diplomatique, ils n'ont pas suffisamment réfléchi, soit c'est voulu, et je ne sais pas lequel des deux choix me font plus peur pour la suite. On voit que vos avis se rejoignent, hein, Nicolas Vado. Oui, moi j'aurais quand même une question, c'est par rapport au monde anglo-saxon, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un dommage collatéral de loin du Brexit aussi. J'ai l'impression que les Français, en fait, se sont fait couillonner par le monde anglo-saxon qui a toujours cette liaison, parce que je peux vous dire qu'en Australie, ça fait du dégât aussi dans l'opinion, ce qui se passe. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une sorte de reconstruction du monde anglo-saxon qui va contourner, du coup, les Européens non anglo-saxons? Frédéric Moreau. Premièrement, ce monde anglo-saxon, comme vous dites, n'a jamais cessé d'exister. C'est ça. Ouais. L'alliance des Five Eyes, elle existe depuis 1951, si ma mémoire est bonne. Depuis 1963. Je confonds avec l'ANZUS. Non, je dirais pas qu'ils se sont fait couillonner. S'il y a une victime dans cette affaire, et je rejoins tout à fait l'ambassadeur, c'est d'abord le monde anglo-saxon. Parce que, enfin, je veux dire, quel est l'intérêt des Américains, il faut qu'on m'explique, de mettre de côté le seul État européen qui a des troupes, qui a des territoires dans l'Indo-Pacifique, parce que les Britanniques n'ont pas de troupes dans l'Indo-Pacifique, n'ont pas de territoire dans l'Indo-Pacifique. Quel est l'intérêt de mettre de côté, d'humilier le seul État européen qui a été très dur sur la Chine, qui a poussé pour l'adoption d'une stratégie européenne de l'Indo-Pacifique? Moi, je comprends pas. Je comprends ni l'intérêt des Américains, ni l'intérêt des Australiens, j'en ai dit déjà un mot, ni même l'intérêt des Britanniques. Enfin, il y a quand
même, on peut dire tout ce qu'on veut, mais enfin, il y a un grand professeur de Chatham House, Kerry Brown, qui vient de conclure en disant, mais derrière toutes les rodomontades du Take Back Control, la réalité, c'est que la politique du Royaume-Uni se décide à Washington. Et c'est peut-être du reste une des raisons pour lesquelles Paris n'a pas pris soin d'aller voir, de rappeler son ambassadeur, parce que autant parler à Dieu qu'à ses saints. Et donc voilà, mais là, franchement, je ne comprends pas. Je pense que ça... Enfin, je veux espérer que ça relève plus de l'énorme bourde que d'une volonté délibérée. Ou alors, c'est contre leurs intérêts même. Je veux dire, la France est un allié, est le plus ancien allié des États-Unis. Il faut qu'on m'explique quel est l'intérêt des États-Unis d'humilier la France pour le seul qui fasse quelque chose. Surtout après la pandémie, surtout après le retrait unilatéral d'Afghanistan. Après tout ça, justement, par rapport à la réaction européenne, rappelons que Jean-Yves Le Drian a lui parlé d'une décision brutale, d'une rupture de confiance entre alliés. Les dirigeants de l'Union européenne ont aussi été dans ce sens, déplorant le traitement inacceptable de la France et un manque de loyauté. David O'Sullivan, il aura fallu 4 jours aux Européens pour s'exprimer. Comment on explique ce délai finalement pour apporter cette réponse européenne ? Bon, parce que tout d'abord, comme cela a été dit, dans un premier temps, c'est une affaire pour la France, parce que c'est un contrat français, c'est eux qui ont négocié. Je pense que ce n'est que petit à petit après, les gens se sont rendus compte de l'énormité de ce qui a été fait, qui dépasse de loin les intérêts commerciaux des uns et des autres. Et aussi, il faut reconnaître que l'Union européenne, c'est 27 États membres, donc pour se prononcer, il faut quand même prendre soin de coordonner un petit peu. Donc je pense que la réaction européenne est venue. Quand les ministres se sont réunis aujourd'hui, M. Borrell a été très clair, solidarité avec la France, et ceci n'est pas un simple problème bilatéral, au-delà des éléments commerciaux, et on peut en penser ce qu'on pense là-dessus, il y a vraiment un problème, ce comportement crée un problème fondamental dans les relations transatlantiques, et il faut en parler, et il faut essayer de réparer à cela, mais ça va pas être facile, franchement. En parlant de ces relations transatlantiques, on va retourner du côté de la rédaction N24 avec vous, Emmanuel Descours, pour notre déclaration du soir, Manu. Oui, notre déclaration ce soir est au sujet d'un dossier chaud de cette Assemblée générale de l'ONU, la relation entre la Chine et les États-Unis. Je vous propose d'abord d'écouter une déclaration de Joe Biden cet après-midi. À ce propos, écoutez. The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength. We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones, whether through changes to territory by force, economic coercion, technical exploitation, or disinformation. But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocs. Et avant Joe Biden, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avait déjà rappelé la nécessité de dialogue et de compréhension entre les deux parties, les États-Unis et la Chine. Ça a eu le mérite de faire sourire et même rigoler. Frédéric Moreau, expliquez-nous, Frédéric. Et tout le monde sur le plateau. Je n'étais pas le seul. Écoutez, oui, il y a quand même là, ce que je disais tout à l'heure, un énorme problème de crédibilité. Joe Biden vient de dire « We'll stand up for our allies ». On soutiendra nos alliés. Enfin, je veux dire, après ce qui s'est passé... Peut-être qu'il voulait dire pour our lies, nos mensonges. Oui, allies. Oui, d'accord. Mais OK, play on words, mais écoutez, enfin, c'est d'un ridicule consommé. Je veux dire, après ce qui vient de se passer en Afghanistan, après de ce qui vient de se passer sur l'affaire de l'AUKUS, c'est énorme. On savait, on n'est quand même pas des enfants, que les États sont des monstres froids et qu'ils mentent froidement. Ça, on le savait depuis Nietzsche. Mais on savait aussi qu'ils défendent leurs intérêts. Mais s'ils ne respectent pas leur signature, s'ils ne font que mentir, s'ils mentent pour les sous-marins, s'ils mentent comme le fait Tony Blair pour l'Irlande, il a quand même signé
le traité avec l'Union européenne, de la même façon que Scott Morrison, c'est pas son prédécesseur, c'est lui qui a signé l'accord. Alors, quelle est la valeur de l'article 5 de l'OTAN? Enfin, moi, je serais polonais, je serais très inquiet, parce que c'est quoi? C'est un bout de papier, quoi. Enfin, je veux dire, si on est dans un monde où on dit qu'on vous soutient et puis on vous soutient pas, on a du souci à se faire. Et puis il y a autre chose intéressante aussi, c'est sur la Chine. Joe Biden, il souhaite pas entrer à nouveau dans une guerre froide. C'est ce qu'il a dit, en évitant d'avoir deux blocs qui se font face. David O'Sullivan, avec ce nouveau pacte, le pacte AUKUS, dont on vient de parler ici avec Frédéric Moreau, est-ce qu'il n'oblige pas finalement les Européens à choisir leur camp, à savoir s'aligner sur les États-Unis face à la Chine? Je ne pense pas que ça oblige les Européens à choisir, mais certainement c'est une confrontation par rapport à la Chine. Je ne dis pas que ce n'est pas une confrontation méritée, parce que la Chine a aussi fait des confrontations, mais en créant cette alliance qui va au-delà du simple sous-marin, mais c'est une alliance stratégique et militaire, c'est clair que on rentre dans une confrontation approfondie entre les États-Unis et la Chine. Et les deux côtés, ils sont pour quelque chose. Ça il faut le dire. Je ne suis pas naïf sur la Chine, dont le comportement dans la région est parfois très arrogant et très agressif. Mais c'est le plus grand danger. Et je suis tout à fait d'accord que les propos de Joe Biden maintenant, qui a dit « je ne veux pas des blocs rigides, nous voulons le dialogue », mais dans la réalité et dans la pratique, les faits ferait dire qu'il veut autrement et que les États-Unis veulent et cherchent une confrontation et qui va mettre le reste du monde dans une situation extrêmement difficile et une situation franchement très dangereuse. Pensons à Taïwan, par exemple. Et c'est important parce qu'en plus, comme vous l'avez dit, il s'est fâché avec son principal allié face à la Chine, avec la France, Frédéric Moreau. Oui, enfin, moi je reste très sceptique sur cette histoire de confrontation avec la Chine. Parce que bon, là, clairement, ils vont aller tirer le dragon par la queue, permettre aux Australiens, même s'ils ne sont pas prêts de voir leur sous-marin, mais à un horizon moyen terme, d'aller faire des patrouilles dans la mer de Chine. C'est quand même pas très amical. Moi, si des sous-marins chinois venaient faire des patrouilles en Méditerranée, je pense que les Français le prendraient plutôt mal, et pas seulement les Français. Mais je ne crois pas dans cette histoire de confrontation, parce qu'en même temps, les Américains, les entreprises américaines accroissent leurs investissements aux États-Unis. Enfin, ils vont pas déclarer la guerre, en Chine. Ils vont pas déclarer la guerre aux Chinois. Il leur en va de leur propre intérêt. Donc, les États-Unis sont trop interdépendants de la Chine pour faire une guerre avec... Enfin, la seule... à qui profite le crime, à part les industriels de défense américains, je vois pas, quoi. Bon, et les Européens qui sont condamnés à suivre, comme d'habitude, à s'aligner... et qui sont en dehors de tout l'espace de décision, finalement. C'est clairement pas... Du reste, vous observerez que quand même, parmi les Européens, ceux qui ont noué le plus de liens avec la Chine, c'est les 16 plus 1, qui sont tous d'Europe centrale, d'Europe nordique, etc., et l'Allemagne. Ils vont pas, enfin, ceux-là même qui placent leurs œufs dans le panier américain pour la sécurité, placent leurs œufs dans le panier chinois pour ce qui est de l'économie. Bon, faut quand même, il y a un moment, un devoir de cohérence envers les uns et les autres. Nicolas Badeau. Oui, quand on lit sur la Chine, des spécialistes de la Chine, il y a un pays qui est toujours pointé, qui pourrait être un grand danger, c'est Taïwan, avec les semi-conducteurs. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il y a un risque que par rapport à Taïwan et ses semi-conducteurs, il y a un risque de confrontation États-Unis-Chine? Oui, ça d'ailleurs, les semi-conducteurs. Et comment le prévenir? Certainement pas en faisant des trucs comme ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Là, oui, à force d'énerver les Chinois, comme je disais, à force de tirer le dragon par la queue, il ne faut pas s'étonner si on se prend un souffle de feu dans la figure, quoi. On va terminer cette discussion, comme d'habitude, avec Emmanuel Descours en rédaction Les 24. Manu, pour notre chiffre du soir, pour terminer. Oui, notre chiffre ce soir, c'est le chiffre 26, car on parlait de l'urgence climatique encore peu abordée lors de cette Assemblée générale des Nations Unies, mais ce n'est pas tellement anormal, car c'est un sujet qui sera sur toutes les lèvres lors de la COP 26 qui s'ouvre fin octobre à Glasgow. Une COP 26 car c'est la 26e conférence des pays membres, et cette année ce sont le Royaume-Uni et l'Italie les organisateurs de cette COP 26, mais reste à savoir si le dossier brûlant des sous-marins australiens dont on a déjà beaucoup parlé viendra ou pas encore une fois perturber
les discussions de cette prochaine COP26. Oui, et puis 200 milliards d'investissements pour le climat, hein, la prévention aussi d'une nouvelle pandémie, c'est les investissements donc doublés pour le climat côté américain, ça c'est comme une des grandes annonces aussi ce soir. Il y a aussi autre chose, hein. Washington a annoncé des engagements supplémentaires pour doper la vaccination dans les pays les moins avancés. Marius Gilbert, je me tourne vers vous. Là-dessus, on a compris maintenant aujourd'hui qu'il fallait une solidarité mondiale puisqu'il y avait une interdépendance, une interconnexion entre tous les pays pour voir justement l'émergence parfois de nouveaux variants. Il faut vacciner, par exemple l'Afrique qui n'est même pas à 3% de vaccination. Oui, je pense qu'avant qu'on arrive à des taux de vaccination comparables aux pays européens qui empêchent réellement la transmission, je suis quand même malgré tout un petit peu sceptique, donc je ne sais pas très bien quelle est la part de fautes de déclaration là-dedans. Vous méfiez comme avec COVAX. Mais c'est clair qu'effectivement, en fait, c'est comme quand on utilise, même chez nous, l'argument de dire il faut limiter la transmission pour empêcher l'émergence de variants. Ce n'est pas tout à fait un argument, parce qu'en fait, on sait très bien qu'avec des sociétés interconnectées comme les nôtres, les risques sont dans les régions où la maladie circule le plus et qu'on est forcément tous soumis au maillon le plus faible de cette grande réseau dans lequel on se trouve tous. Merci Frédéric Moreau d'être passé par nos studios. Toujours un plaisir de vous accueillir pour votre clarté dès qu'on parle de la défense européenne. Merci aussi à David O'Sullivan qui nous fait le plaisir d'être avec nous en liaison Skype. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission et puis juste après on se posera la question: que s'est-il passé sur notre planète ces 24 dernières heures? Tout d'horizon de l'actualité internationale, ça sera juste après ceci.